Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'intelligence artificielle fait peur. Elle est considérée comme une menace, mais aussi comme une opportunité. Parmi les domaines où elle suscite l'espoir, c'est la biochimie. Et oui, l'intelligence artificielle révolutionne la recherche de médicaments. Des chercheurs viennent de présenter de nouveaux anticorps thérapeutiques conçus entièrement par l'intelligence artificielle pour viser des bactéries ou des virus spécifiques, ce qui était inimaginable il y a quelques années encore. Une équipe de biochimistes américains vient de présenter des milliers de nouveaux anticorps censés cibler spécifiquement le virus du Covid-19, de la grippe ou certains cancers. Au-delà des anticorps, l'intelligence artificielle a récemment permis de découvrir de nouveaux antibiotiques, de nouvelles enzymes, de nouvelles molécules psychoactives. Comment l'intelligence artificielle va révolutionner la production des médicaments ? Quelles perspectives offre-t-elle et quelles opportunités offre-t-elle dans la recherche scientifique? On en parle ce soir avec Tarek Daouda. Bonsoir, vous êtes professeur assistant à la faculté des sciences médicales de l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir, spécialisé en intelligence artificielle biomédicale. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir est partagé. Alors, je viens de parler en préambule de ces recherches scientifiques et de ces anticorps qui ont été découverts grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Donc c'est un papier, c'est une découverte très intéressante. Donc, qui a été publié, en fait, elle n'a pas vraiment été publiée encore, elle est sur bioRxiv, donc c'est un résultat de recherche. Et donc, les méthodes qu'ils ont utilisées, c'est les méthodes qui sont, qu'on appelle, c'est des réseaux à diffusion. Donc, c'est à peu près les mêmes méthodes qui sont utilisées pour les images, par exemple, pour les vidéos aussi. Donc, l'idée est qu'on commence avec du bruit. En fait, c'est ça qui est intéressant avec ces méthodes-là, c'est qu'on commence avec quelque chose de complètement bruité et on demande à un algorithme d'intelligence artificielle d'enlever le bruit. Donc, par exemple, si on décide de faire un anticorps, donc un anticorps a toujours ce qu'on appelle en anglais une target, c'est-à-dire une cible. Donc, par exemple, on a un virus, on voudrait cibler ce virus avec un anticorps. Donc, au niveau de l'apprentissage, comment ça va se dérouler? C'est qu'on va commencer avec, on va donner au réseau du bruit et on va lui demander enlève le bruit jusqu'à temps que tu aies un anticorps qui soit conforme à la cible. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour les images. Et c'est ce qu'ils ont utilisé exactement pour trouver en fait les positions tridimensionnelles des atomes des anticorps. Et comment justement cette intelligence artificielle va révolutionner la production de médicaments avec cette découverte? Oui, donc ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle fait deux choses que l'on n'est pas capable de faire. Donc, premièrement, elle est capable de traiter des centaines de milliers ou des millions de points de données, ce qu'un humain n'est pas capable de faire. Et deuxièmement, elle est extrêmement rapide. Donc, l'intelligence artificielle, par définition, vu qu'elle a ces deux propriétés-là, peut, en théorie, nous permettre de découvrir, par exemple, des centaines de milliers d'anticorps en moins de temps qu'il faudrait pour un être humain. Simultanément. Oui, simultanément, oui, si on roule ça en parallèle, effectivement. Mais la vitesse est tellement rapide, c'est pas une petite parenthèse, mais les ordinateurs ne font pas des choses simultanées. D'accord. C'est juste qu'ils font tellement rapidement qu'on a l'impression que c'est simultané. Mais pour nous, oui, ce serait quelque chose de très similaire à quelque chose de simultané, oui, effectivement. On va assister à un avant et un après au niveau de la science? Je pense qu'on est déjà dans l'après. On est dans un tournant aujourd'hui. On est déjà dans l'après. Il commence déjà à y avoir des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés en clinique, donc ça commence. Mais au niveau de la recherche, il y a déjà des résultats qui sont très très prometteurs. On attend juste de les voir un jour arriver en clinique, mais ça c'est une question de temps en fait. Et en quoi cette intelligence artificielle permet d'accélérer tous les processus? On parle d'un temps de découverte qui va être divisé par 2, plus encore, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui en 5 ans, c'est ce qu'on aurait fait en une centaine d'années auparavant peut-être? Oui, ce serait des ordres de grandeur qui seraient difficilement imaginables en fait. On n'en est pas encore là. Par exemple, dans le papier qui est sorti il n'y a pas longtemps, et eux-mêmes disent que la précision n'est pas encore là. Ça veut dire qu'on sort des centaines de milliers de cibles potentielles. On ne sait pas si ces cibles sont vraiment des cibles. Donc, alors, comment ça se passe après? C'est-à-dire la prochaine étape?
Une fois qu'on a les cibles potentielles. Une fois qu'on a les cibles, en général, il faut les tester en laboratoire. D'accord. Donc ça prend beaucoup de temps. Oui. Ça peut prendre beaucoup de temps et on n'a pas encore la confiance nécessaire dans ces algorithmes pour être sûr que quand l'algorithme sort une cible, que c'est une véritable cible. Donc dans le papier, ils en ont validé 4. Donc ça a l'air de pas grand-chose, mais c'est quand même très intéressant qu'on soit arrivé à avoir 4 extrêmement bonnes cibles. 4 sur combien à peu près, si on devait avoir un ordre de grandeur? Et il n'y a pas vraiment d'ordre de grandeur, parce qu'on peut générer autant qu'on veut en fait. Donc c'est plus combien on en a trouvé qui est important. Donc c'est une première étape? C'est une première étape. Le fait que ce soit sur les anticorps est extrêmement intéressant parce que les anticorps on peut tout faire avec des anticorps en fait en ce qui concerne la santé. Les anticorps sont l'une des premières cibles de défense naturelle du système. En fait, on produit nous-mêmes nos propres anticorps. Et un anticorps en fait est un peu comme un filet. Ça veut dire on va attraper un papillon ou un oiseau, on lance un filet, puis le filet en fait immobilise l'oiseau. Un anticorps, c'est à peu près la même chose. Donc ces anticorps vont aller et vont immobiliser la bactérie ou immobiliser le virus, l'empêcher de fonctionner en attendant que les cellules du système immunitaire viennent le manger en fait. Donc c'est ça qui rend les anticorps extrêmement intéressants, c'est qu'en théorie, on peut faire des anticorps pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire tous les types de maladies, tous les types de virus, tous les types de bactéries. Si on arrive à trouver la bonne cible et qu'on arrive à trouver le bon anticorps, on est capable d'immobiliser la bactérie ou le virus, ou peut-être même la cellule cancéreuse. Donc c'est ça qui rend les anticorps extrêmement intéressants d'un point de vue thérapeutique. Et c'est aussi ce qui rend ce résultat extrêmement intéressant, parce que si aujourd'hui on est capable de générer des anticorps, ça veut dire qu'on est capable de targeter en fait beaucoup de maladies qu'on n'était pas capable de targeter avant. D'accord. Donc cibler des maladies. Oui, cibler. Et programmer l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse... Exactement. En fait, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne la programme pas. D'accord. En fait, elle s'autoprogramme. Donc c'est à travers un mécanisme d'apprentissage, donc c'est des algorithmes qui apprennent d'eux-mêmes. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'on a cette machine que l'on design, qui est capable d'apprendre elle-même, et on lui donne par exemple, dans ce cas-là par exemple, c'était une cible et du bruit. Et on lui dit, nettoie le bruit jusqu'à temps que tu trouves l'anticorps en fait qui va avec cette cible-là. Et à force de faire ça, en fait, la machine apprend d'elle-même. Est-ce qu'il y a des dangers dans ce procédé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être créé et qui soit encore plus menaçant que cette cible initialement présentée? Pour les anticorps, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques parce que ce sont des petites protéines. En fait, si jamais vous faites injecter un anticorps qui ne sert à rien, il va juste être éliminé par vos systèmes immunitaires. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. Mais c'est possible quand même qu'il y ait des choses qui... donc là, on rentre un petit peu dans l'immunologie, etc. Ça peut créer des problèmes. Alors, ça peut trop exciter les cellules immunitaires et à ce moment-là, on peut avoir un problème plus gros. Quel genre de problème, par exemple? C'est ce qu'on appelle en anglais des cytokine storm ou des choses comme ça, mais ça c'est plus du côté clinique. Parce que en fait, le système immunitaire est très complexe et a besoin d'être extrêmement ajusté. Parce que par définition, en fait, le système immunitaire est cytotoxique, ça veut dire qu'il tue des cellules. D'accord. Ça veut dire que si jamais il se retourne contre la personne, c'est un énorme problème. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses à l'intérieur, en fait, dans le système immunitaire qui permettent d'autoréguler le système immunitaire. Mais par contre, si on injecte des choses qui pourraient être, par exemple, trop excitantes pour le système immunitaire, ce qu'on appelle des adjuvants, des choses comme ça, mais un anticorps peut faire effet d'adjuvant aussi, ça veut dire que les cellules vont s'exciter, vont dire « ok, il y a un gros problème ». À ce moment-là, chez certaines personnes, le système peut s'emballer. Et si le système s'emballe, on a un énorme problème auto-immune, par exemple. Donc il faut faire attention avec ça. Donc ça suscite aujourd'hui l'espoir, mais il faut quand même prendre des choses avec précaution aujourd'hui. Oui. En fait, tout ce qui est médical, il faut toujours y aller avec précaution parce qu'on joue avec la vie et la qualité de vie des gens. Donc il faut y aller doucement. C'est pour ça aussi que parfois, on a tendance à être un petit peu impatient, on va dire, mais il y a des raisons pour lesquelles on est obligé d'attendre. C'est parce qu'il faut faire les tests nécessaires, il faut être sûr qu'on n'empire pas la situation avec ce qu'on amène comme solution. Et au niveau de l'empreinte génétique d'un individu, est-ce qu'il peut y avoir des changements si on intègre ce genre
d'outils utilisés par l'intelligence artificielle, justement. C'est-à-dire un changement directement dans l'ADN de la personne. Avec les anticorps, difficilement. Mais avec d'autres choses, c'est possible? Oui, avec d'autres choses, c'est possible. Si, avec d'autres techniques, par exemple des techniques... mais ça c'est plus des techniques de biochimie que des techniques d'intelligence artificielle. Donc, ce serait, par exemple, utiliser des lentivirus ou des choses comme ça. Parce que, par exemple, l'ARN. Donc, on sait que l'ARN, il y a certaines enzymes qui existent qui sont capables de prendre l'ARN et de le remettre dans l'ADN, en fait. Parce que le dogme de base de la biologie, c'est que l'ADN est un peu ce disque dur, en fait. Et quand la cellule a besoin de faire quelque chose, elle va ouvrir, comme un fichier, elle va prendre le fichier dont elle a besoin, elle va le sortir du noyau de la cellule, elle va le traduire pour faire la protéine dont elle a besoin pour travailler. Mais il existe des virus parce que les virus sont malins. Et les virus n'ont pas de mécanisme de reproduction interne. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'utiliser le mécanisme de la cellule. D'accord. Donc là, je généralise, mais quasiment tous les virus sont comme ça. Et donc ça veut dire que quand le virus s'injecte, il a besoin de la machinerie cellulaire pour se reproduire lui-même. Mais il y a des virus qui sont tellement malins qu'ils ont trouvé une façon de prendre leur ARN, des virus ARN, et de le réinjecter dans l'ADN de la personne. D'accord. À ce moment-là, le virus devient plus ou moins immortel. Donc on le sait, on a aussi, normalement, naturellement, on a tous de l'ADN viral, en fait, qui vient de milliers d'années qui sont chez nous. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut faire attention. C'est-à-dire que si on injecte quelque chose dans la cellule, donc les anticorps, c'est pas ça. Les anticorps, tout se passe à l'extérieur de la cellule. Mais si on injecte quelque chose dans la cellule, il y a toujours cette possibilité que ça se retrouve dans l'ADN un jour. Donc il faut prendre son temps. Il faut toujours prendre son temps, oui. Oui, oui. On l'aura bien compris. Quels domaines thérapeutiques aujourd'hui vont bénéficier le plus de l'intelligence artificielle? Le domaine qui va bénéficier le plus vite, c'est tout ce qui est très proche, c'est tout ce qui est clinique. Ça veut dire tout ce qui est diagnostic et prognostic. Parce que les données sont beaucoup plus accessibles et le type de données est beaucoup plus facile à analyser, parce que c'est des données que les humains analysent en général. Ça veut dire qu'on est capable facilement de savoir si l'algorithme s'est trompé ou pas. D'accord. Donc, par exemple, des images de radiologie, on peut montrer ça à un radiologue et le radiologue va être capable de dire est-ce que l'algorithme est un bon algorithme ou pas. Donc, c'est ce qui va arriver et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est-à-dire ces aides au diagnostic et au prognostic. Donc, ce n'est pas un remplacement du clinicien, c'est quelque chose qui va, par exemple, être capable de traiter, par exemple, de dire au clinicien attention, tu as peut-être oublié quelque chose. Ou cette personne-là, elle n'est vraiment pas à risque, je pense qu'elle est vraiment pas à risque, ou celle-là, elle est vraiment très à risque. Donc, c'est vraiment une question de triage et d'aide aux cliniciens. Ce qui arrive par la suite, c'est ce dont vous avez parlé, c'est tout ce qui est découverte de nouvelles molécules. D'accord. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça fait une dizaine d'années que l'on essaie de faire ça. Donc les résultats intéressants commencent à peine à être produits. Et la raison pour laquelle c'est difficile, c'est parce que la matière est plus difficile à travailler. C'est beaucoup plus difficile de travailler avec un nuage atomique que de travailler avec des images. Donc c'est très difficile de regarder un nuage atomique et de dire oui, ce nuage atomique-là, il va se coller à cette cible-là. D'accord. Donc ça prend beaucoup plus, et ça demande un autre type d'algorithme aussi. D'accord. Et quelles sont aujourd'hui les perspectives justement pour l'avenir? Les perspectives, c'est si on se projette dans l'avenir, ça veut dire c'est probablement une révolution de toute la découverte de molécules en fait, de tout ce qui est pharmacologie, etc. C'est-à-dire qu'on serait capable de générer des... parce qu'il n'y a pas que les anticorps sont très utiles, mais aussi tout ce qui est petites molécules, qui sont la plupart des médicaments que l'on a. Quand on est capable de, par exemple, on sait qu'une cellule, par exemple, on a beaucoup de données sur certains cancers, par exemple. On sait qu'il y a des cascades qui se passent. C'est-à-dire que quand les cellules, en fait, une cellule, c'est comme une maison avec des prises, sauf que les prises sont à l'extérieur. D'accord. Au lieu que les prises sont à l'intérieur, elles sont à l'extérieur. Donc, et ces prises-là, c'est comme un port USB ou une prise... Très imagé en tout cas, comme ça on comprend très bien. Merci pour cet effort. Je vous en prie. Donc ces prises, ces ports, comme ces ports USB, sont à l'extérieur de la cellule. Et quand quelque chose va venir rentrer dans ce port-là, ça va déclencher une cascade dans la cellule. Donc des choses qui vont une succession d'actions en fait qui va se passer dans la cellule. Et on sait de par tous les résultats de recherche que l'on a qu'il y a ce qu'on appelle des pathways, c'est-à-dire une pathway tout simplement ces cascades-là, qui sont très impliquées dans les cancers, par exemple. Mais on ne sait pas comment les arrêter. On ne sait pas comment les remettre à un état normal, par exemple.
Et ces molécules-là pourraient aider. Par exemple, on peut arriver et dire, attention, il y a un embranchement ici qui existe dans les cellules cancéreuses, mais qui n'existe pas dans les cellules saines. D'accord. Donc peut-être que si on met une molécule à ce niveau-là, à ce moment-là, ça va arrêter cette cascade dans la cellule cancéreuse. Avant que ça ne se développe. Avant que ça ne se développe. Et ça peut soit tuer la cellule cancéreuse, soit l'empêcher, par exemple, de continuer à se développer ou des choses comme ça. D'accord, donc c'est très prometteur en tout cas. Oui, oui, c'est extrêmement prometteur. Oui. Et au niveau des investissements, je suppose que ça demande des investissements énormes pour ce genre de, oui, projet. Oui, effectivement. En fait, on en est où aujourd'hui? Est-ce que les investissements sont importants dans ce domaine? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Je dirais que non. Mais ce n'est pas juste un cas pour le Maroc, c'est le monde entier en fait. Et je pense en fait, la révolution de l'intelligence artificielle a commencé autour de 2006. Donc là, on est en 2024. Donc c'est seulement quand les gros résultats ont commencé à arriver que la plupart des pays ont commencé à se réveiller. D'accord. Donc c'est pour ça que la plupart sont encore, on va dire, en retard par rapport aux investissements, etc. En termes d'investissement, le problème, c'est que plus on attend, plus ça devient lourd. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'avant. Par exemple, un modèle, par exemple, pour générer des images ou pour ce genre d'application, ça peut coûter 100 millions de dollars, 200 millions de dollars pour l'entraîner. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui. On n'est pas tout à fait sûr oui. en fait qu'il y aura traitement, enfin qu'on va pouvoir arriver à trouver un traitement ou une molécule efficace. Exactement. En tout cas, donc ce sont des investissements qui sont lourds, mais pour des résultats incertains, on va dire, non? On va dire que le résultat est mathématiquement certain. Il faut juste trouver comment le faire. D'accord. Maintenant, le cas de la biologie est particulier parce que ça coûte spécialement cher. Parce que la collecte de données coûte cher, l'entraînement coûte cher, mais aussi la validation coûte extrêmement cher. Parce que pour valider ces molécules, il faut faire des expériences de laboratoire. Et ces expériences de laboratoire demandent du matériel et du personnel extrêmement qualifié. Et justement, vous parlez d'expérience. Est-ce qu'au niveau de l'éthique, c'est correct, ces expériences? Est-ce qu'elles respectent l'éthique aujourd'hui? Ou à l'avenir, est-ce qu'elles vont respecter? En général, oui, elles respectent l'éthique. Donc, en ce qui concerne, par exemple, les molécules ou les anticorps, c'est des expériences qui sont, en général, qui ne posent aucun problème d'éthique, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, par exemple, la molécule, on va prendre la bactérie, on va regarder on va prendre une photo. Donc, il n'y a pas vraiment de... Si l'anticorps est vraiment dessus, ça marche. S'il n'est pas dessus, ça ne marche pas. D'accord. Donc, c'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, par contre, il y a des problèmes d'éthique qui surviennent au niveau de... quand on commence à parler de populations humaines. Donc... En général, quand on veut soigner des gens, en tout cas, l'éthique est bien rodée en ce qui concerne tout ce qui concerne les essais cliniques, etc. Mais on a certains problèmes en intelligence artificielle qui est en fait la diversité de données que l'on a. On a, par exemple, pour certaines populations, la plupart des populations dans le monde, en fait, on a très très peu de données. D'accord, on aurait dit le contraire pourtant. Oui, mais au niveau de la santé, de la biochimie, vous parlez ou Oui, au niveau de génétiquement, au niveau des génomes de ces personnes-là, au niveau de métaboliquement, il y a tout un tas de choses qui font que, en fait, on a énormément de données sur les Européens, en fait, les Caucasiens, Amérique du Nord, etc., parce que c'est eux qui ont commencé à collecter les données, tout simplement. Les autres n'ont pas fait autant d'efforts de collecte de données, donc on a très peu de données, par exemple, sur tout ce qui se passe en Afrique. D'accord. Et on sait qu'il y a une énorme diversité génétique en Afrique. Donc ça veut dire que même si on arrive à trouver, pour certaines maladies génétiques, par exemple, on ne serait pas capable, qui sont spécifiques à certaines régions, on n'a pas assez de données pour ça, par exemple. D'accord. Mais au niveau global, oui. Comme le Covid-19, les cancers dont vous avez parlé tout à l'heure, ceux en tout cas qui sont les plus récurrents, peut-être. Oui, mais le problème qui va se poser, c'est... quand on tombe dans des spécificités vraiment de génétique des populations, c'est pas sûr qu'une thérapie fonctionne sur toutes les populations de la même façon. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un éventail large, en fait, et pour s'assurer que les biomarqueurs, par exemple, que l'on utilise, pour dire, OK, ce cancer-là est dangereux, pour s'assurer que ces biomarqueurs sont valides pour les populations que l'on veut traiter, par exemple. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Et comment on peut remédier à cela? Il faut des données. il faut du terrain, il faut aller collecter les données. En général, c'est de la biologie moléculaire ou de la biochimie. C'est du séquençage de génome, il y a beaucoup de bioinformatique là-dedans aussi. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant,
et qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut aussi avoir une idée du microbiome, c'est-à-dire des microbes qui vivent dans la personne et autour de la personne, et probablement aussi des virus qui vivent autour et dans la personne, parce qu'on a plus de bactéries en nous que de cellules. D'accord. Et on sait aujourd'hui que ces bactéries-là, en fait, jouent un rôle dans tout, y compris dans l'humeur, dans l'obésité, dans tout un tas de choses. Donc c'est possible que certaines thérapies influent sur le microbiome de certaines régions et pas d'autres régions. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut soulever. Exact, c'est des questions qu'il faut soulever, oui. Et dernière question, parce qu'on arrive déjà au terme de cet entretien. Quel rôle vont jouer aujourd'hui les instances de régulation pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce domaine de la santé? Très bien. Donc le rôle est encore flou. Personnellement, je pense qu'on n'a pas encore besoin de régulation forte en ce qui concerne l'intelligence artificielle pour la santé. Il faudrait plus faire attention à ne pas brimer en fait la recherche. Parce que la santé étant un domaine qui est déjà extrêmement régulé, c'est très difficile déjà de sortir quelque chose qui va faire du mal à la population. Donc l'intelligence artificielle étant quelque chose qui se passe en amont, je pense qu'on n'a pas tant besoin en fait, de réguler l'intelligence artificielle, vu qu'on va réguler les produits de l'intelligence artificielle de toute façon. Donc, à mon avis, il faut plus faire attention à ne pas trop essayer de réguler l'intelligence artificielle en ce moment. Intelligence artificielle, donc, qui pourrait être un allié de taille aujourd'hui, pour l'humanité en tout cas, contre les maladies des virus. Oui, tout à fait. En tout cas, un potentiel à exploiter au niveau de la santé. Merci à vous, Monsieur Tariq Daouda. Je rappelle que vous êtes professeur assistant à la faculté des sciences médicales de l'Université Mohamed VI Polytechnique à Ben Grib. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci à vous, très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.